Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment ça va bien? Alors, j'émerge enfin de ma période de travail un petit peu compliquée, de ma période de broderie un petit peu compliquée. Je dois vous dire que je ne suis pas tout à fait sortie, même pas du tout d'ailleurs, de mon léger essoufflement d'aiguille dont je vous parlais à la fin du dernier vlog. Alors attendez, on va resituer un peu. On est aujourd'hui vendredi 24 février. J'ai clôturé le vlog, pas mardi là, mais le mardi d'avant, en vous disant que j'étais un petit peu en panne de broderie, on va dire ça comme ça. Alors ça n'a pas beaucoup changé, puisque je n'ai pas brodé grand-chose depuis la dernière fois. Mais je me suis dit que j'allais remettre le pied à l'étrier, ou plutôt l'aiguille à la toile, on va dire ça comme ça, avec une aiguille à papote. Hein, voilà. J'ai quand même réussi à broder un petit peu hier après-midi. J'ai brodé 1 heure. Là, je me suis octroyé quelques petits jours de congé. Hein. J'étais vraiment fatiguée. Mes collègues de travail sont toutes rentrées de congé, donc j'ai pu m'absenter. Mais je dois vous dire que depuis mardi, je bulle. Voilà, je bulle. Je me repose, je bulle, je bouine, mais je lis. Donc, un petit tour rapide sur les quelques points que j'ai fait quand même. Et puis après, si vous voulez bien passer un petit moment avec moi, je vais reprendre mon aiguille et recommencer à broder avec vous, en espérant que ça me donne l'allant. Et puis je vais pouvoir papoter et vous parler de mes lectures. Donc, sur quoi j'ai quand même avancé depuis mardi? On était mardi, j'en sais rien, je sais plus. Mardi 14 février peut-être? Ah oui, c'était le jour de la Saint-Valentin, oui. Donc depuis mardi 14 février. Alors, je progresse lentement mais sûrement sur les radis, sur mon tablier au radis. Donc le corps des radis est fait, je suis en train d'attaquer les feuilles. Je sais pas, l'autre jour j'ai eu un flash, à un moment donné je me suis dit oh j'étais bien partie, puis après je sais pas, ça m'a lassée. Donc voilà. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le tablier au radis, c'est une broderie que je fais sur un tablier que j'ai trouvé chez Jiffy. Un tablier, si on en regarde la trame, c'est une trame tout à fait brodable, une trame petite mais brodable. C'est du coton, c'est du 16 fils par centimètre, brodé en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça nous fait du 8 points par centimètre. Non, j'ai dit 2 fils à l'aiguille, non, 1 fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. On va m'appeler Dory aujourd'hui, hein, puisque 3 secondes et j'oublie ce que je viens de dire. Donc voilà, le patron, je l'ai pris sur une fiche comme ça, là. Des fiches que j'avais commandées chez Butinette. À l'intérieur, vous avez tout un tas de patrons de légumes. Et donc moi, j'ai pris les radis. J'ai pris la radis, point de croix, point arrière. Et donc 3 paires de radis sur la bavette de ce tablier. La conclusion est proche, hein. Mais ça va venir, ça va venir. Donc voilà, ça j'ai fait quelques points là-dessus. Et puis hier, quand j'ai commencé à reprendre mon aiguille, j'ai avancé un petit peu sur le patron de Mirabilia, donc Mermaids of the Deep Blue. Donc, je vous disais lors du dernier vlog que je m'étais réservé des zones de remplissage, entre guillemets,
pour pouvoir tourner une aiguille à papote et broder en même temps que je papote sans trop me tromper. Parce que bon, comme j'ai pas la tête à ça, l'erreur va être... vous voyez, Pénélope, là, elle est là et puis elle susurre à mon oreille. Donc je vais essayer d'être concentrée, de pas me tromper. Donc, où est-ce que j'en suis? Je vais vous en reparler plus, hein, face cam, caméra sur mes mains. Alors là, voilà. Donc, j'ai progressé sur la nageoire caudale, j'ai fait les zones de remplissage sur la nageoire caudale, et là, je vais attaquer avec vous le corps, enfin, la fin du corps de la sirène. Là, je commence à arriver là. Ouh, la fin du corps de la sirène, et sur sa nageoire... pardon, tout à l'heure je vous ai dit, non, c'est la nageoire dorsale que j'ai remplie. Et là, j'attaque la nageoire caudale. Et donc, il y a toute une partie avec du fil métallisé, crénique. Voilà. Donc, je vais essayer de broder avec vous avec du fil métallisé crénique. Je vais certainement râler un peu, hein, parce que ça accroche, c'est moins facile que le fil de coton, évidemment. Hein. Mais bon, ça a son petit charme. Allez, bon, je m'installe correctement, caméra sur mes mains, et puis je vous refais une présentation de la broderie rapide, comme d'habitude. Je lance quelques points, et puis après on papote. Alors, je vous invite à prendre ce que vous voulez, votre ouvrage, ou être tranquillement en train de m'écouter. Enfin, bon, bref, voilà. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, puisque comme d'habitude, hein, il n'y en a pas pour 5 minutes. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est avec plaisir qu'on passe un petit moment ensemble, en bricolant, en brodant et en papotant. À tout de suite. Alors, me revoilà du côté de ma table de travail. Donc, je pense que je vais zoomer. Hop, voilà. Et puis, je vais m'installer. Et puis en prenant de la hauteur avec la broderie, je pense que vous devriez être plein cadre. Alors, hop, et hop. Donc, cette petite chose. Donc, Mermaids of the Deep Blue, de Mirabilia. Alors, Mirabilia, pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien, c'est ma compagnie préférée. Oui, s'il faut en choisir une, je choisirais celle-là. Donc, ce sont des patrons. Moi, je les achète sous forme de patrons. Je les avais eus sur Univers Broderie, mais je pense que c'est disponible un petit peu ailleurs. Après, je pense qu'il y a des sites qui proposent les kits complets. Alors, c'est quand même c'est onéreux, hein. Clairement, c'est cher. Donc moi, j'achète les fiches et puis au fur et à mesure, je me fais mes kits personnels pour faire les broderies. Donc sur cette broderie-là, il s'agit de point de croix, point arrière. Il y a peut-être un tout petit peu de quart de point, mais pas grand-chose. Mais surtout, fils spéciaux, que sont des fils métallisés, et des perles. Des perles, en veux-tu, en voilà. Si bien que moi, j'ai pris l'option de remplacer les perles qui étaient les plus nombreuses par des fils métallisés, parce que c'était trop difficile pour moi de mettre en place toutes ces perles. Alors, je vais en garder quelques-unes, hein, les perles les plus grosses, au niveau des joyaux dans ses mains, au niveau, je sais pas où, dans ses cheveux là. Mais tout ce qui brille là, tous les petits
tous les petits joyaux là qui pendent, normalement c'est des perles. Et donc ça, je vais le remplacer par du fil métallisé, moi. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Donc, le sujet du jour, donc moi je brode ça sur une toile de lin Belfast de chez Zweigart, donc c'est de 12,6 par centimètre. C'est une toile donc qui est bleu foncé, mais c'est le bon équilibre entre la toile très très foncée qui est hyper difficile à travailler. Hein, enfin, les brodeuses qui travaillent sur des toiles noires, qu'elles soient Aïda, Delin, Étamine, c'est compliqué à travailler. Mais là, c'est une toile de couleur assez foncée et qui malgré tout est agréable. Foncée sans l'être trop. Ouais. Donc, là, on disait, je suis sur, donc, je descends, je finis le corps de la sirène et je descends sur la nageoire caudale. Et donc, vous êtes dans le champ, là? Oui. Donc, je vais remplir ces espaces-là avec du fil métallisé. Donc, et plusieurs sortes de fils métallisés. Alors, le fil métallisé qui est proposé pour faire les espaces qui sont réservés aux fils métallisés initialement prévus dans la broderie. Hein. C'est du fil crénique. Alors, il faudrait que voilà. Alors, le fil crénique, donc c'est un fil qui est de bonne qualité. Et si on regarde bien, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est un fil qui... je ne sais pas si vous allez bien le voir là. En fait, c'est un fil simple et autour duquel est entortillé un petit brin métallisé. C'est des fils, ça flash, hein, c'est hyper joli hyper joli. Le rendu est hyper beau. Par contre, à travailler, c'est pas simple, n'est-ce pas? Et alors, ça, c'est le fil crénique préconisé par la broderie. Et puis moi, j'en utilise un autre. Donc, pour remplacer les perles que je trouve trop nombreuses, j'utilise du fil DMC diamant, du fil métallisé diamant. Et donc, lui, il est un petit peu différent. Lui, c'est un tortillis uniquement de 3 brins métallisés, en fait. Donc, ça ne se travaille pas pareil. C'est pas pareil. Je ne sais pas si vous pouvez... Voilà, si. Là, vous pouvez bien voir, peut-être. Voilà. Vous voyez, le fil, il est... Attendez, je regarde si vous voyez, au moins. Voilà. Le fil, il est composé de 3 brins de 3 brins métalliques entortillés. Et on brode avec ça, hein, pas avec voilà. Je le trouve plus compliqué à broder, celui-là, le métallisé, que le crénique. Je le trouve plus compliqué, ouais. Je trouve qu'il se casse plus, qu'il s'effiloche plus. Bon, je range mes trucs. Alors, la broderie du fil métallisé. Donc, c'est un fil, hein. Voilà. Alors, en général, alors ce que je ne fais pas tout le temps, hein, la préconisation sur du lin, d'une manière générale, c'est de travailler croix par croix. Parce que le lin, c'est une toile irrégulière, et si on veut que les croix aient une belle forme et que l'ouvrage soit bien régulier, le mieux, c'est croix par croix. Moi, je le fais pas forcément. Je le ferai pas forcément avec du fil DMC, par contre, je le fais automatiquement avec les fils spéciaux qui peuvent être les fils de soie. Donc, pour une question
de dégradé de couleur. Et je le fais aussi avec les fils métallisés. Parce que le fil métallisé s'abîme vite au fur et à mesure. Donc si vous voulez faire des croix qui soient belles et qui soient un peu uniformes, le mieux, c'est quand même de travailler croix par croix et pas ligne par ligne. Voilà. Ensuite, le fil métallisé, j'évite de prendre mes petits ciseaux de brodeuse, parce que c'est du métal, donc ça émousse mes ciseaux, en gros. Voilà, ça émousse la lame de mes ciseaux. Donc généralement, je le coupe au coupe-fil, celui-là. Voilà. Et parfois, donc là pour le moment j'en ai pas mis, mais je vais voir, j'utilise cette petite boîte magique, la petite boîte de cire, pour cirer mon fil et faire qu'il glisse mieux, qu'il s'effiloche moins. Qu'il glisse mieux, vous allez comprendre tout de suite quand je vais faire les premiers points, parce que vous allez entendre le bruit, si j'arrive à me taire évidemment, vous allez entendre le bruit que fait le fil en passant dans la toile. Donc là, la toile, c'est une toile, on va dire, assez épaisse. Donc ça va, ça passe. Mais sur une toile plus fine, la cire est très très utile pour vraiment lustrer le fil et le faire mieux passer dans la toile et le faire moins s'abîmer, du coup. Voilà, on y est? On y est. Allez. Donc j'ai commencé à faire 1 ou 2, 3 points. Et alors, je vais regarder si vous êtes bien dans le champ. Oui, ça doit être bon. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez en fait. Je vais en faire 1 ou 2 en me taisant. Non, ça va, vous entendez pas. Si, hein, ça s'entend quand même un petit peu. Hein. Enfin, moi qui suis dessus, je l'entends, hein, le bruit du fil métallique. Voilà. Par contre, ça donne un effet... ça donne un effet de ouf. Hein. C'est très très beau. Le Kreinik, je l'ai pas souvent lustré. Le fil diamant de chez DMC, je le lustre à chaque fois. Parce que il est plus rugueux, enfin il est plus difficile à travailler, je trouve. Celui-là. Alors, règle du fil métallisé aussi, on ne prend pas des grandes longueurs. Alors, je vous donne les recommandations, hein, il est évident que je les suis pas forcément. Mais ouais, on ne prend pas des grandes longueurs pour les mêmes raisons que j'ai, pour des raisons évidentes, hein, c'est que plus vous prenez une grande longueur, plus le fil y passe longtemps dans la toile et plus il s'abîme, en gros. Hein. Plus il s'abîme. La règle, elle est vraie avec le DMC aussi, hein, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que... Mais bon. On est toutes pareilles, on aime moyennement changer, refaire des aiguillets toutes les 2 minutes, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, enfin, des bons 10 derniers jours, que ceux qui ont pu prendre des vacances en ont bien profité. Il me semble, alors je ne suis pas du tout au courant des vacances scolaires.
Mais il me semble qu'il n'y avait pas de... Il me semble qu'il n'y avait pas de... Alors attendez, là je vais faire comment? Parce que là je suis là. Je vais remonter, oui. Il me semble qu'il y avait que les vacances scolaires c'était les mêmes pour tout le monde, je crois. Donc j'espère que ceux qui ont eu le loisir d'avoir des vacances ont eu le loisir d'en profiter. À l'extérieur de chez eux ou chez eux. Hein. Alors là, je vais aller là. Je vais retourner 2 minutes. Voilà. Voilà. Hop. Ah. Ah, c'est pareil, vous voyez. Non. Le fil diamant, moi, je suis obligée de le... Je trouve qu'il glisse. Et il glisse plus que le crénique. Et je suis obligée de faire un petit nœud derrière l'aiguille pour que l'aiguille reste en place, parce que sinon je perds mon fil, je perds mon aiguille. Ah non, mais et vous croyez ça? Je l'enlève parce que je fais une erreur et je refais la même. Pénélope! Voilà. Et puis, généralement, sur des fils métallisés, pour que l'aiguille tombe moins, il faut prendre une taille en dessous. Là, je brode avec une aiguille de 24, mais une aiguille 26, ça irait bien aussi pour tenir bien le fil. Je vérifie constamment que vous êtes bien dans le champ, parce que si... voilà. Bon, alors, moi, comme je vous disais, semaine dernière, semaine de travail, pas hyper chargée, hein, j'ai connu beaucoup plus chargé que ça, mais voilà, moi maintenant, je suis un petit peu, comment dirais-je, c'est plus mon rythme, quoi. Voilà. Donc, quand je reprends une semaine de travail sur le terrain comme ça, quelle que soit la charge de travail, j'en ressors, je suis sur les rotules. Donc, ça n'a pas changé, hein, n'est-ce pas? Donc, j'en suis ressortie lundi après-midi de cette semaine-là. J'en suis ressortie bien fatiguée et je vous dis sans l'allant pour broder. Donc ma foi, bah, j'ai pas insisté, hein, j'ai laissé le temps faire, le repos nécessaire s'installer. Et puis je me suis dit, ça va revenir de toute façon, ça va revenir. Et j'avais plus de facilité et d'inclinaison vers la lecture. Donc, ben, ma foi, je me suis laissé faire. Hein. Quand on est dans un bon mood, que ce soit dans la broderie ou dans la lecture, faut pas se poser de questions. Hein. Enfin, moi je dis ça comme ça pour moi. Hein. Moi, je me pose pas de questions. Quand je suis plus dans le mood lecture, ben, je lis. Quand je suis plus dans le mood broderie, ben, je lis. Et puis après, les choses rentrent
rentre dans l'ordre quand on sait que je suis quelqu'un qui aime varier les activités, enfin varier les temps d'activité, parce que je suis pas très polyactivité, hein, j'en ai que deux, j'ai la lecture et la broderie, mais j'aime bien changer, etc. Donc à un moment donné, si je me focalise trop, si je suis trop focus ou sur la broderie ou sur la lecture, à un moment donné ça me lasse et puis je passe à l'autre. Donc je savais bien qu'à un moment donné ça allait revenir. Mais du coup, j'ai profité du mood lecture pour faire des lectures et des belles lectures. Et vous savez, des fois où vous dites il y a des choses, non, je ne me lance pas là-dedans parce que ça va être trop compliqué, ça va me demander trop d'énergie, etc. Là, j'avais l'impression vraiment que je pouvais enchaîner, quoi. Donc j'en ai profité et je me suis dit, je laisse la broderie de côté, je sais que j'ai mes zones de remplissage, j'avance sur ma lecture et comme ça me fait de la matière pour mon aiguille à papote. Et oui, hein, c'est... On va pas dire que c'est calculé tout ça, mais c'est réfléchi un petit peu quand même. Sans être programmé, sans être... parce que je veux pas faire de... Voilà, tout ça c'est pour la détente, c'est pour partager un moment avec vous. J'ai en aucun cas l'idée d'en faire quelque chose de... C'est pas ma source de revenus, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai pas d'obligation. Je ne dois avoir que de la motivation et j'ai pas d'obligation du tout. Mais bon, quand même, pour que ça se tienne, il faut réfléchir un peu le truc, quoi. Donc, ça va, hein, vous voyez, ça fait beau, hein. Hop. Ah, j'aime bien, moi, je trouve que ça flash. Vous voyez bien? Oui, je crois. Je suis où, là? Là? Ouais. Non, ça flash. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai lu pendant ces derniers jours? Donc, j'ai commencé et j'ai fini, mais ça vous le saviez déjà dans le vlog, Nos espérances de Hannah Hope. Alors, Hannah Hope. Hannah Hope, c'est une autrice que j'aime beaucoup, c'est une autrice anglaise, que j'ai découvert avec La salle de bal. J'ai été happée par son écriture. J'ai poursuivi avec son premier écrit qui était Le chagrin des vivants. Et là, en gros, je vais la suivre, pas à pas. Donc, son dernier, alors c'est pas son dernier, elle en a sorti un en grand format, mais Nos espérances, c'était son dernier en poche. Alors, donc, l'histoire de Nos espérances. Donc, c'est l'histoire de 3 amies, Anna, Kate et Melissa. L'histoire principale se situe en 2010. 2010, ces 3 femmes ont 35 ans et elles sont à un carrefour de leur vie, puisque Hannah Hope décrit l'âge de 35 ans comme 35-40 ans, comme l'âge où tout est encore possible, mais le temps commence à galoper, le temps commence à, c'est pas manquer, mais les choses deviennent moins simples et moins accessibles
à 35-40 ans qu'à 25 ans. Et donc, Anna Hope au fil de ce roman, donc au fil de cette histoire qui se passe en 2010, inclut des chapitres de la vie des protagonistes, des chapitres qui se passent... je suis en train de faire une bêtise. Des chapitres qui se passent dans le passé et qui vont éclairer le lecteur sur la façon dont les 3 héroïnes en sont arrivées là. Alors, elles en sont où en 2010? Alors, sans vous spoiler, je vous dirais que, donc, 3 amies, Anna, Kate et Melissa. Anna et Kate sont des amies d'enfance. Melissa s'est greffée plus tard, puisque Melissa a connu Anna à la fac, et que Kate a fait sa fac dans une autre université. Et donc en 2010, Anna est une femme avec qu'on dirait bien établie dans la vie, un mari, un poste à responsabilité, un travail qu'elle juge épanouissant, seule ombre au tableau. Anna n'a pas d'enfant et donc vit depuis quelques années la lourde épreuve de la procréation médicalement assistée qui ne marche pas. Et donc sa vie et son esprit, on va dire, sont tournés vers ce désir d'enfant et cet enfant qui ne vient pas. Donc évidemment, ça a un impact sur ses relations sociales, ça a un impact sur ses relations avec son mari, ça a un impact par rapport à sa position de femme. Voilà. Ensuite, Kate. Alors Kate, elle est jeune maman, elle, justement. Elle est jeune maman, mais c'est une jeune maman dépassée. Son bébé a quelques mois. Elle est partie vivre un peu loin de ses amis. L'action se passe à Londres. Hein. Elle est partie vivre un peu loin de ses amis. Elle est isolée. Sa maternité s'est faite très vite, c'est-à-dire qu'elle a rencontré, le papa de son enfant. Elle est tombée enceinte. Ils se sont mariés, elle est tombée enceinte. Bref, donc ça a été très très rapide. Et Kate, elle a une histoire de vie et d'enfance un peu particulière. Donc, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous le dire, mais et donc la maternité, c'est quelque chose qui a une dimension particulière. Et donc Kate, elle se sent déplacée par son rôle de maman. D'autant plus que pour le moment, elle n'a pas d'emploi, donc mais a-t-elle le droit entre guillemets, hein, le droit de s'en plaindre et au monde et à son amie Anna qui elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc voilà. Et puis il y a Melissa. Donc Melissa, elle, son truc c'est sa carrière. Melissa, elle est actrice. Elle est actrice, mais c'est pas une... Alors attendez, Hop. Et où est-ce que je vais redescendre? Là? Oui. Là. Je vais redescendre par là? Oui, je vais faire ça.
Alors, Mélissa, elle est actrice, mais une actrice qui a une intermittente du spectacle, on va dire ça comme ça. Une actrice qui décroche des rôles épisodiquement et d'exercer des petits boulots à côté pour pouvoir survivre. Et Mélissa donc, qui a décidé de ne pas être maman, qui a décidé de laisser la place à sa carrière et par contre, qui entretient une relation avec sa propre mère qui est un petit peu... j'ai pas envie de dire malsaine, j'ai pas envie de dire toxique, j'ai pas envie de dire... mais un petit peu particulière. En fait, Mélissa, elle est en recherche de reconnaissance. Voilà. Mais comme Anna et comme Kate, hein, c'est 3 femmes qui sont en recherche de reconnaissance. Et Mélissa, elle voudrait qu'on la reconnaisse pour son travail, pour ses qualités de femme, évidemment, mais pour son travail, pour ses rôles, elle voudrait que sa mère lui dise que c'est bien, elle voudrait, voilà. Et voilà. Donc voilà, donc elles en sont là en 2010 quand le roman commence. Et donc après, il va se passer des choses, je ne vous en dirai rien parce que je vais vous spoiler. Il va se passer des choses qui vont faire progresser le schmilblick, j'allais vous dire. Mais l'autrice va, au fur et à mesure du roman, inclure des passages relatifs alternativement aux 3 héroïnes qui traitent de leur passé et qui vont éclairer le lecteur sur la façon dont elles sont arrivées là. Dont elles en sont arrivées là. Alors ça a l'air très mélodramatique hein, comme ça, mais si on se penche un peu sur notre vie, on se dit effectivement, hein, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, j'ai fait ces choix-là. Enfin bon. Donc voilà, donc plein de sujets abordés, évidemment. Hein, le sujet de la maternité, le sujet de la non-maternité, le sujet de la reconnaissance de la femme sans enfant, le sujet de la douleur de ne pas pouvoir être mère, le sujet de la difficulté d'être mère aussi. Hein. C'est un vaste sujet, ça aussi. Hein. On en parle depuis peu, hein, mais c'est quelque chose qui c'est une réalité. Hein. Moi, je sais, j'ai des amis qui ont été mamans et les premiers temps n'ont pas été faciles. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est du bonheur, hein. Ça c'est sûr, hein, mais ça se passe pas forcément tout seul, quoi. Donc voilà, donc tout ça, c'est abordé avec beaucoup de subtilité par Anna Hope, comme d'habitude, une écriture très fluide, très, très agréable. Bref, j'ai adoré, quoi. Mais ça, vous l'aurez compris. Alors, je continue. Hein. J'espère que je suis toujours dans le cadre parce que je bouge. Je ne sais pas comment je suis là. Donc voilà. Un livre de femme et de mère. Voilà. Ensuite, je suis passée sur... Réparer les vivants. Oh, je ne vais pas arriver à parler. Sur Réparer les vivants de Maëlys de Carangal. Alors, ce livre-là, le premier, oui, Anna Hope, je vous ai dit, c'est parce que c'est Anna Hope, j'ai décidé de la suivre, je suis jusque-là pas déçue, donc voilà. Ce livre-là, Réparer les vivants, c'est un livre qui n'est pas récent, hein, qui date de 2014, donc ça va faire 10 ans. C'est un livre qui a fait beaucoup de battage médiatique, donc comme tout ce qui est beaucoup de battage médiatique, moi je me méfie un peu parce que je suis toujours un peu hors du coup.
Et voilà, ce que les autres aiment, il y a des fois, moi, je passe complètement à côté. Donc, généralement, ce genre de choses, je les achète pas tout de suite. Et celui-là, en plus, je l'avais trouvé d'occasion. Et donc, je m'étais dit, hop, piouf, allez, je le prends, je le range dans un coin. Et je l'ai ressorti. Oui, je vous disais en vlog, je l'ai ressorti parce que il est au programme de littérature, de français, je ne sais pas comment on dit maintenant, du fils d'une de mes collègues. Alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça qu'ils mettent. Alors, vous voyez aussi quand les fils métalliques pour les repasser dans l'aiguille, là il n'y a pas, il n'y a que l'enfil aiguille, hein, parce que ça s'effiloche au bout. Alors, mes enfils aiguilles, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, ils sont là. Donc voilà, donc réparer les vivants. Réparer les vivants. Alors, réparer les vivants, là, je ne peux pas vous spoiler, puisque l'histoire, elle est connue depuis le début, depuis la 4e de couverture. L'histoire, c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque. C'est une histoire qui se passe, c'est un livre qui se passe sur 24 heures, exactement. Et qui met en scène, voilà, j'ai eu un blanc sur comment utiliser un enfil aiguille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, donc, ça met en scène une transplantation cardiaque. Donc, on suit un jeune homme qui va perdre la vie lors d'un accident de voiture. Et ce jeune homme, il arrive très vite à l'hôpital en mort cérébrale. Et donc, se pose tout de suite le problème du don d'organes. C'est horrible, hein, comme ça à dire, hein, c'est, voilà. Sauf que, alors, il ne va pas y avoir de rebondissement. C'est pas ça le sujet du livre, je pense. Enfin, le rebondissement. Quand je dis qu'il ne va pas y avoir de rebondissement, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un problème avec les organes, non. Le sujet du livre, c'est le bouleversement, le traumatisme, le tsunami de ce que représente la mort d'un enfant pour des parents, et puis de cette démarche et de cette décision qu'ils vont être amenés à prendre de donner ces organes pour permettre à plusieurs autres personnes de vivre. Voilà. Et donc, Maëlys de Kerangal, elle a fait... je trouve que la force de ce roman, c'est l'écriture. C'est l'écriture et c'est... donc en fait, elle va disséquer chaque moment de ces 24 heures, donc du moment de l'accident jusqu'au moment de la prise en charge par le SAMU, l'arrivée à l'hôpital, l'arrivée en réanimation, l'annonce aux parents, la mise en place, la mise en branle du système de coordination des greffes. Et elle va disséquer chaque moment sous le prisme du regard de chacun des acteurs, donc que ce soit le réanimateur, le coordinateur de greffe, les parents,
les chirurgiens, comment dirais-je, de la personne qui va recevoir le greffon. Donc là, on se focalise sur la greffe du cœur. Hein. Et donc, elle dissèque tous ces moments et tous ces comment dirais-je, tout ce que peuvent ressentir et percevoir tous ces personnages en 24 heures. Il faut imaginer que c'est un truc, mais... Et ça fait un roman c'est très très bien écrit. L'écriture est très poétique. Et c'est... ça fait un roman où on est un peu dans une sorte de transe, où c'est un peu surréaliste. Hein. Enfin, je veux dire... il faut imaginer, bon, les soignants sont un peu, je dis bien un peu, habitués, entre guillemets. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire, enfin, d'extraordinaire en le sens en dehors de l'ordinaire, hein, en dehors de l'ordinaire et en dehors du commun, de voir une personne qui perd la vie et de pouvoir redonner la vie à quelqu'un d'autre avec ce qui reste voilà, du premier, quoi. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Et donc, tout ça, ça se passe en 24 heures, puisqu'un don d'organe, il faut aller vite. Il faut aller vite pour que ce soit conservé. Et c'est à la fois, il y a des moments à la fois où tout s'accélère, où tout va vite, et des moments où ça ralentit, où c'est figé, où personne ne bouge, enfin, c'est très... j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très très bel exercice de style. Et alors après l'avoir lu, j'ai découvert que sur Netflix, il y avait une adaptation. Et alors là, j'ai tourné autour pendant un petit moment avant de me décider à le regarder. Parce que je me suis dit, comment le producteur ou le cinéaste, ou je ne sais pas comment on dit, va arriver à transmettre ça. Parce que, bon, on est clair que c'est pas... Malgré que ce soit au niveau médical, hein, c'est très très bien documenté. Hein. Enfin, moi qui suis professionnelle de santé, voilà, c'est très très bien. Je ne sais pas si elle a dû vraiment se renseigner parce que c'est vraiment bien documenté. Mais l'idée, enfin, je pensais que le film, je me dis, faut pas que ça tourne à un documentaire sur le don d'organes ou sur la greffe de cœur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Et alors, elle a fait un truc, je dis elle, hein, parce que c'est une scénariste, elle a fait un truc très très bien, où finalement, alors avec des acteurs qui sont un peu charismatiques, hein, c'est Tahar Rahim, je crois, qui joue le coordinateur de greffe. C'est Emmanuel Seigné qui joue la maman. C'est Kulchen, le papa. C'est Bouli Lanners, le réa. Et en fait, c'est un film où on ne sait pas grand-chose sur les personnages, où ça parle pas beaucoup. Et je trouve que c'était habilement fait. C'était habilement fait. J'ai trouvé. Bref, encore une belle lecture. Je vous le recommande, bien sûr. C'est pas très long. Hein. C'est pas très long. 280 pages. Mais c'est pareil, adapter des romans fleuves, ça peut être compliqué parce que forcément, on ne peut pas tout mettre dans le film. Mais adapter des romans qui sont pas très longs, ça peut être aussi compliqué aussi parce que... Bon, bref. Je me remets à mon aiguille là. Parce
que je cause, mais je brode pas. Donc, réparer les vivants, c'est quelque chose qui m'a fort plu aussi. Alors, encore une fois, hein, je dis et je répète, enfin, pour celles qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent, c'est voilà. Mais la vie que je livre dans les aiguilles à papote, c'est mon ressenti personnel. Hein. C'est en aucun cas une critique, une chronique, voilà. J'ai pas... je suis personne, moi, pour faire des chroniques littéraires, et puis j'ai pas les compétences, hein, voilà. Ce n'est que mon avis et mon ressenti. Alors, vous voyez, là, ça commence à s'effilocher. Alors, généralement, quand c'est comme ça commence à s'effilocher, je commence à perdre un petit peu, souvent, mon aiguille. Bon, quand c'est comme ça, je coupe un petit peu et je m'y remets. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on change le fil bâtard, je pense. Voilà. Bon, alors ensuite, je ne sais pas du tout à combien de temps on en est là, mais je pense que ça fait un petit moment que je papote. Hein. J'espère que vous avez du temps devant vous. Alors le bien avec les vidéos. Donc je vais l'arrêter là, celui-là. Je vais en redémarrer un parce que je vais le perdre. Alors il y a de la perte. Je trouve, moi, avec le fil métallique, il y a de la perte. Il y a plus de perte qu'avec le DMC. Alors, donc après réparer les vivants, je suis passée sur les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Ah, vous voyez, voilà. Kazuo Ishiguro. Alors, pourquoi j'ai lu ce livre? Pour 2 raisons. D'abord pour l'auteur. Kazuo Ishiguro, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur très particulier. C'est un auteur anglais, originaire du Japon. Je crois qu'il est venu en Angleterre à 5 ans, il me semble. Mais il écrit pour l'Angleterre. Et Kazuo Ishiguro, moi je l'ai découvert auprès de moi toujours. Après, j'ai lu Quand nous étions orphelins. Et c'est une écriture qui est... comment dirais-je? Comment qualifierais-je l'écriture de Kazuo Ishiguro? C'est une écriture qui fait ralentir. Voilà. C'est une écriture qui est très belle déjà, et c'est pas une écriture pressée, c'est une écriture... ouais, c'est une écriture qui nous plonge dans un monde, je trouve, de lenteur, moi. Et moi, vous savez, ça me va bien. Donc ça, c'est première des raisons pour lesquelles... Voilà. Et deuxième des raisons, les vestiges du jour, peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent mieux sous la forme du film. Du film de je ne sais pas qui, mais qui met en scène, c'est surtout ça, Anthony Hopkins et Emma Thompson. Anthony Hopkins, c'est un de mes acteurs préférés. Je me suis toujours refusée à voir le film. Bon, le film, j'ai regardé l'autre jour, le film, il date de 93, hein, donc je suis un petit peu en retard. Le roman, la version anglaise, elle date de 89, je crois. Et je me suis toujours refusée de voir le film parce que je voulais lire le livre avant. Et me voilà avec ma lecture des vestiges du jour. Et alors, pour les fans de Downton Abbey, dont je fais partie, c'est du pur bonheur.
c'est du pur bonheur. Alors, l'histoire des vestiges du jour. L'histoire des vestiges du jour, c'est l'histoire de Monsieur Stevens, ou Stevens. On ne connaît pas son prénom dans le livre. Donc, Monsieur Stevens, il est majordome. On est en 1956. Monsieur Stevens, il est majordome à Darlington Hall. Donc, Darlington Hall, c'est une vaste demeure qui a appartenu, fut un temps, à Lord Darlington, qui est en 1956 décédé, et la demeure a été rachetée par un Américain, M. Faraday. Donc, M. Stevens a dirigé pendant de nombreuses années, 20 ou 30 ans je crois, il me semble, oui, voilà, c'est ça, toute l'équipe des gens de maison de Darlington Hall. Donc, dans sa grande période, Darlington Hall était une demeure fastueuse qui recevait beaucoup de monde. Et donc, il me semble qu'il y avait une équipe de 17 personnes, enfin bon, un truc comme ça. Et aujourd'hui, à l'époque de M. Faraday, ils ne sont plus que 4. Donc le majordome, et puis 2 femmes de chambre, je vois. Enfin, voilà. Et un valet de pied, il me semble. Voilà. Non, le valet de pied, ça n'existe plus avec les Américains. Enfin bon. Et donc, l'activité à Darlington Hall n'est plus ce qu'elle était. Et donc, Monsieur Faraday, donc le propriétaire de Darlington Hall, annonce à Monsieur Stevens qui va partir faire un petit périple aux États-Unis. Donc il lui dit, écoutez, profitez-en donc pour aller vous balader, vous aussi, vous qui n'êtes jamais sorti de Darlington Hall. Prenez ma voiture et puis allez faire un petit périple dans la campagne anglaise. Ça ne pourra que vous faire du bien et ça vous changera les idées. Donc, M. Stevens accepte et se met dans l'idée d'aller rejoindre l'ancienne intendante de Darlington Hall, qui était Miss Kenton, qui depuis a quitté le service à Darlington pour se marier avec un monsieur qui a toujours entretenu une correspondance avec monsieur Stevens. Et là, dernièrement, monsieur Stevens croit déceler dans les lettres de Miss Kenton que son mariage ne se passe pas bien et qu'elle pourrait avoir envie de revenir à Darlington Hall. Voilà. Ce sont 2 personnages qui ont entretenu une relation, alors je mets des guillemets à relation, une relation, alors j'allais vous dire une relation anglaise, une relation empruntée, une relation faite de sous-entendus, de non-dits, voilà, il aurait pu se passer quelque chose entre les deux. Et le cours des événements, leur métier, leur comment dirais-je, leur façon d'appréhender les choses, leur position sociale, leurs obligations réelles ou qui se sont imposées, on fait que M. Stevens est resté à Darlington et que Miss Kenton en est partie et s'est mariée. Voilà, donc durant tout ce voyage à travers la campagne anglaise qui va le mener jusqu'à Miss Kenton, Stevens va se remémorer, va s'interroger sur sa position de majordome, sur l'évolution de cette fonction, sur ce qui l'a amené à faire
sur les décisions que cette fonction lui a amené à prendre, sur son dévouement par rapport à Lord Darlington, même sur des prises de position ambiguës, on va dire. On se rappelle que voilà, il était au service de Lord Darlington entre les deux guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va parler de positionnement par rapport à la guerre, par rapport aux Allemands, par rapport à un tissu de relations qui est ambigu et qui est surtout manipulé par Hitler, hein, ça c'est clair. Donc voilà, il y a tout ça qui, sous forme de flash, qui revient, et avec cette écriture. Je sais pas, pour ceux qui ont regardé Downton Abbey, vous savez, ces épisodes où il se passe rien, enfin, où il n'y a pas de... C'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'il n'y a pas l'action d'un film d'action, quoi. Mais cette description de ce protocole, de cette lenteur, de cette façon de parler, si élégante, si élégante, si poétique, et en même temps si étriquée, si plein de convenances, plein de règles, Voilà. Bon, je m'enflamme là, hein, non? J'ai adoré. Enfin, voilà, c'est... Alors, c'est particulier à lire, hein. Attention, hein. C'est très très particulier, mais c'est très très beau, hein. C'est très beau. Alors, j'ai hâte de découvrir le film. J'ai hâte de découvrir le film, vraiment. En plus, Anthony Hopkins et Emma Thompson, j'en ai parlé avec deux amis avec qui j'ai dîné l'autre soir, et elle me dit, oh, le film, il est... Alors, elles n'ont pas lu le livre. Ah, ben, j'ai dit, moi j'ai dit, oh, mais le livre, il est... Et elles m'ont dit, mais le film, il est... Oh, bon, alors voilà, on va connaître ça. Il faut que je le trouve, parce que celui-là, il n'est pas... Donc, ouais, vous voyez que j'ai été prise hein, par mes lectures. Hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Hein. J'ai été embarquée. Ouais. Ça m'a embarquée, ça m'a tenu un petit peu loin de la broderie, mais c'est pas très grave. Et puis, dernier, alors celui-là, je l'ai fini avant-hier. À la base, je voulais vous tourner l'aiguille à papote hier, mais je sais pas, j'avais pas la moelle. Et puis je pense que... Non, je l'ai fini hier matin, celui-là. Et je pense qu'il était un petit peu tôt pour vous présenter le dernier bouquin. Parce que, ben, comme je vous ai dit, mon opinion, elle se forge au fur et à mesure, après, quand je réfléchis au livre. Donc, je peux vous dire tout de suite après, waouh, c'était génial, ou waouh, j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai pas forcément les bonnes explications qui vont avec, quoi. Bref, alors, j'ai fini par lire Le cœur synthétique de Chloé Delhomme. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Qu'est-ce qui m'a convaincu d'acheter ce livre? Déjà, je l'ai eu en occasion. Et Chloé Delhomme, c'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. Et je l'ai vue passer dans une grande librairie, il y a un petit moment, chez François Bunel. Le roman n'est pas vieux, hein, il date d'août 2020. Donc, vous voyez. Donc, je l'ai vue passer à sa sortie chez François Bunel. Et elle m'avait... l'autrice m'avait intriguée, m'avait happée. Et je m'étais dit, ah tiens, ça peut être sympathique. Donc je l'avais noté dans un coin de ma tête. Et puis un jour, en allant au magasin, dans le bac des livres d'occasion, j'étais tombée dessus. Ah, j'ai dit, tiens, bon, pourquoi pas. Alors, le cœur synthétique. De quoi est-il question?
Alors, c'est l'histoire d'Adélaïde. Adélaïde, elle a toujours vécu en couple, elle a toujours été amoureuse, mais elle a vécu plusieurs relations parce qu'elle a une idée très précise de la relation. Et on va dire que son adage, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Et donc, elle décide de reprendre son indépendance par rapport à sa dernière relation. Et une relation qui a duré 7 ans, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle quitte le confort d'une vie qu'elle estime routinière. Et elle s'installe toute seule dans un petit 35 mètres carrés à Paris. Et en se disant, de toute façon, voilà, je vais retrouver quelqu'un, je vais retrouver l'amour, je ne vais pas être seule et pas de souci. Sauf qu'elle a 46 ans et qu'à 46 ans, les choses ne sont pas comme à 25 ans. Certes, l'amour se retrouve à 46 ans, hein, c'est pas le sujet, hein, c'est pas ça. Mais ça se passe pas du tout de la même façon. Et ça, Adélaïde ne s'y attendait pas. Donc, Adélaïde, alors, qui travaille dans le domaine de l'édition, elle est attachée de presse pour une maison d'édition. Alors, il y a aussi une petite description un petit peu satirique du monde de l'édition, des grandes maisons d'édition, etc. Et j'ai perdu le fil. Oui, donc, elle est attachée de presse dans une maison d'édition, qui court après les prix, et ce travail ne lui correspond pas vraiment non plus, enfin plus vraiment non plus. Donc voilà, donc Adélaïde va faire l'apprentissage de la solitude, va faire l'apprentissage de la différence. Ses amis, elles sont un groupe de 5 amis. Ses amis sont soit mariés avec enfants, soit célibataires assumés, soit soit en recherche d'aventures sans lendemain. Enfin voilà, elles ont toutes comment dirais-je, c'est pas une philosophie de vie, mais voilà, elles ont toutes fait des choix. Et là, Adélaïde se retrouve dans le cas de figure où elle est dans une zone de transition et c'est quelque chose dont elle n'a pas l'habitude. Alors, en plus, Adélaïde, elle est atteinte de ce qu'elle appelle l'épousite aiguë, c'est-à-dire quand elle commence à envisager une relation avec un homme, tout de suite, elle se fait des plans. Elle imagine des choses, elle se projette dans l'avenir, voilà, excessivement tôt, hein, dès les premiers instants de la relation. Donc voilà, donc ça va donner lieu à des situations, parce qu'à un moment donné, voilà, au début, elle attend que ça vienne, elle voit que ça vient pas, spontanément, contrairement à ce qui s'est passé dans les années précédentes de sa vie. Donc ça vient pas spontanément, donc après elle va se mettre en quête, en recherche, et donc ça donne toujours avec cette épousite aiguë là, et donc ça donne des situations un petit peu cocasses. Et puis donc voilà, donc elle fait l'apprentissage de la solitude.
alors de la solitude, du célibat, qui sont deux choses différentes, hein. On peut être célibataire et pas du tout seul, et on peut être en couple et absolument seul. Ça, c'est clair et certain. C'est clair et certain. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est clair et net. Et voilà. Ah, c'était chouette. Une écriture, sympathique, une jolie écriture dynamique, poétique, sensible, et puis qui fait la part belle aussi surtout à la sororité, la relation entre ces 5 femmes, la façon dont elles s'épaulent les unes par rapport aux autres, et ces relations d'amitié et de liens forts de sororité qui sont prépondérants par rapport aux relations individuelles. Enfin, prépondérants, non, peut-être pas, mais en tout cas qui forment le socle, le socle sur lequel s'appuyer, le socle sur lequel compter, voilà, ouais. Le socle pas qui ne bouge jamais, hein, parce que c'est des relations d'amitié, ça bouge aussi, hein, ça, voilà. Mais ouais. Et puis une fin qui propose 2 scénarios. Et ça a été chouette aussi. C'était chouette. J'ai beaucoup aimé la fin. Ouais, j'ai beaucoup aimé la fin. On pourrait se dire, elle va finir par trouver quelqu'un, elle va, voilà, tout est bien qui finit bien, etc. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Non, c'est pas exactement ça. Mais par contre, c'est une fin optimiste, pleine d'espoir, avec une foi en la relation humaine, une foi ouais, en la relation humaine et les relations humaines. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu aussi. Il y a des passages qui sont poignants, hein. Il y a des passages qui sont poignants, hein. Mais non, ça m'a beaucoup plu aussi, et j'étais ravie de découvrir Chloé Delhomme. Donc c'est pareil, je vais me mettre en quête de ses autres écrits, parce qu'elle m'avait fait forte impression à la grande librairie, hein. Enfin, elle m'avait fait, ouais. Donc je me suis dit, voilà, j'ai bien senti le truc. Bon, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait comme broderie? J'ai quand même avancé, hein. Donc voilà, j'ai lu ces 4 livres-là, 4 belles lectures. Hier, j'en ai commencé un. Alors, ça m'a happé, mais je vous en parle pas tout de suite, mais je l'ai laissé de côté parce que c'est encore un peu trop tôt. C'est une lecture qui est complètement en dehors de ma zone de confort. C'est quelque chose que j'ai pris dans la bibliothèque de mon mari, mais c'est complètement en dehors de ma zone de confort. Mais voilà, j'ai commencé, j'ai lu 30 pages, j'ai dit waouh, quand même. Et puis finalement, non, je l'ai posé. Et ce matin, j'ai commencé autre chose. Et là, je dis waouh, mais là, waouh, quoi. Mais ça, je vous en parle pas tout de suite. Je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai. Je vais peut-être commencer un vlog, je sais pas, demain, j'en sais rien. Parce que je vais peut-être commencer, peut-être finir par avancer un peu en broderie. Donc, pour faire un vlog, il me faut un petit peu de matière de broderie. Donc, si je brode pas, c'est difficile. Mais là, peut-être que
Peut-être que je vais avoir repris mon souffle avec mon aiguille. Bon, eh bien écoutez, voilà. Là, je ne vais pas terminer mon aiguillé parce qu'on est encore là pour un petit peu de temps. En même temps, j'ai pas brodé beaucoup parce que j'ai parlé beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez vu, enfin non, vous avez peut-être pas vu, mais je parle avec mes mains. Je suis pas italienne, mais voilà. Donc j'agite mes mains quand je parle de lecture. Donc du coup, j'ai lâché ma toile. Allez, je vais au bout de la rangée et puis je vous laisse ici. J'ai aucune idée du temps, mais je pense que ça va être assez long. En même temps, j'avais des choses à dire sur ces bouquins. Hop. Et vous voyez que c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais sous la lampe, hein, c'est quand même hyper brillant. Hein. Hyper brillant. Et voilà, j'ai perdu mon fil. Hop là. Bien. Hop là. Voilà. Tac. Non, ça va. J'aurais cru... Alors, attendez. Ah oui, non, vous voyez pas trop, hein. Je sais pas, la caméra, j'ai pas l'impression que ça fasse... J'ai pas l'impression que ça fasse si brillant que ça. Mais je vous assure, en vrai, ça brille. Voilà. Eh bien, écoutez, donc je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai pas trop cassé les oreilles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les lis toujours avec plaisir. J'y réponds peut-être de façon un peu différée parce que déjà, je veux pas en louper. Et puis, sur mon téléphone, c'est un peu compliqué. Et puis, je veux prendre le temps de me poser, de les lire, de répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.